Après 2 défaites consécutives à domicile au Santiago Bernabéu, le Real Madrid a repris confiance en dominant Osasuna 4-0, grâce notamment à un triplé de Vinicius Junior. Cette victoire permet aux Merengues de réduire leur écart avec le leader barcelonais. Le Real Madrid traverse une période difficile, une situation qu'il n'avait plus connue depuis longtemps. Battu par l'AC Milan en Ligue des Champions, 1-3, puis humilié par le FC Barcelone en Liga, 0-4, le club madrilène se retrouve à 9 points de son rival catalan. Le match contre Osasuna ce samedi représentait une opportunité pour les Merengues de renouer avec le succès à domicile. Carlo Ancelotti, en alignant Rodrigo, Vinicius Junior et Mbappé en attaque, espérait freiner l'excellent début de saison d'Osasuna, 5e après 12 journées. Osasuna avait opté pour une approche défensive et tenait bon en début de match. Après 20 minutes de jeu et une première occasion madrilène, Rodrigo a dû quitter le terrain sur blessure, suivi peu après par Militao, évacué sur civière, 28e. Malgré ses coups durs, Vinicius Junior a sonné la révolte d'une frappe puissante après un beau crochet, 1-0, 34e. Peu avant la pause, Bellingham, servi par une superbe passe longue de Raúl Asensio, a doublé la mise en lobant Herrera, 2-0, 42e. En seconde période, après une blessure de Vasquez, le Real Madrid a continué sur sa lancée. Vinicius Junior, en pleine forme, a marqué un deuxième but en remportant un face-à-face avec Herrera, suite à un dégagement de Lunin, 3-0, 61e. Dans une deuxième mi-temps compliquée pour Osasuna, les visiteurs ont craqué à nouveau sur un bon mouvement de Diaz, permettant à Vinicius Junior de compléter son triplé, 4-0, 69e. Le Santiago Bernabéu pouvait enfin exulter après une semaine difficile. La seule ombre au tableau pour le Real est la prestation timide de Kylian Mbappé, frustré de ne pas avoir trouvé le chemin des filets. Non convoqué par Didier Deschamps pour la prochaine trêve internationale, l'attaquant français a manqué les rares occasions qu'il a eues. Au niveau collectif, le Real Madrid reste deuxième et revient à 6 points du FC Barcelone, qui affrontera dimanche la Real Sociedad. Osasuna, de son côté, conserve provisoirement la 5e place malgré cette 4e défaite de la saison. Cela ressemble à un scénario difficile pour le Real Madrid. Face à Osasuna au Santiago Bernabéu, la Casablanca, qui avait déjà dû composer avec les blessures de Rodrigo, manifestement touché à la cuisse gauche, et d'Eder Militao, sorti sur civière, doit maintenant se passer de Lucas Vázquez. Le joueur espagnol, blessé à la cuisse en fin de première mi-temps, a finalement été remplacé à la pause par Luka Modric. Carlo Ancelotti a ainsi opté pour une stratégie réfléchie, préférant terminer la première période en infériorité numérique pour préserver sa dernière fenêtre de changement. Alors que la seconde période a débuté, l'entraîneur italien dispose toujours d'une session de remplacement pour effectuer ses 2 derniers changements. Le Real Madrid traverse un moment décidément difficile sur tous les plans. Cette première demi-heure vire au cauchemar pour le Real Madrid, qui cherchait justement à se rassurer après des performances décevantes face au Barça et à l'AC Milan. Contre Osasuna, la Casablanca a déjà dû faire face à la sortie de Rodrigo, visiblement blessé à la cuisse gauche, et maintenant, c'est Militao qui doit quitter le terrain. Moins de 10 minutes après son coéquipier, le défenseur brésilien s'est effondré seul lors d'un duel, se tenant l'arrière du genou gauche et criant de douleur. La blessure semble sérieuse, et il a été évacué sur civière. Son remplaçant, le jeune Raúl Asensio, dispute ainsi son tout premier match professionnel. Le Real Madrid semble décidément en manque de chance depuis le début de saison. En plus de résultats irréguliers et des difficultés d'adaptation de Kylian Mbappé dans le système offensif des Merengues, la malchance semble aussi s'acharner sur eux. Alors que Vinicius Junior a été privé du Ballon d'Or, à la surprise de nombreux observateurs, les blessures se multiplient également dans l'effectif madrilène. Plusieurs joueurs clés ont récemment rejoint l'infirmerie, et Dani Carvajal sera indisponible jusqu'à la fin de la saison. Rodrigo, lui non plus, n'est pas épargné. Déjà absent face au FC Barcelone, l'ailier brésilien n'a joué que 17 minutes contre l'AC Milan cette semaine avant de réintégrer le 11 de départ ce samedi contre Osasuna. Malheureusement, après 19 minutes de jeu, l'attaquant de 23 ans s'est effondré, visiblement victime d'un souci musculaire. Il a été remplacé par Brahim Diaz. Fernando Moriente, icône du Real Madrid entre 1997 et 2005 avec 270 matchs et 100 buts à son actif, a récemment partagé son analyse sur la crise sportive actuelle que traverse le club dans l'émission espagnole El Partidazo de COP.
Interrogé sur les solutions éventuelles pour remettre l'équipe sur les rails et sur les joueurs potentiellement à écarter, Mauriant a pris soin de nuancer ses propos. Je n'ai pas de baguette magique, a-t-il déclaré. Je pense qu'il s'agit d'un problème de fond, un ensemble de facteurs complexes qui nécessitent une réflexion globale. Selon lui, l'un des premiers éléments ayant fragilisé l'équipe est le départ de Toni Kroos. Le retrait du milieu de terrain allemand, figure emblématique du jeu madrilène, n'a pas été, selon Mauriant, suffisamment anticipé par le club. Je pense que le Real Madrid a probablement sous-estimé la perte de ce leader du milieu de terrain. Nous avons souvent discuté de l'importance de Toni Kroos, dans de nombreux débats et analyses. C'était un joueur clé qui dictait le rythme et assurait la stabilité, a-t-il expliqué, soulignant à quel point Kroos incarnait un repère pour ses coéquipiers. Mauriant a ensuite mis en lumière ce qu'il considère comme un déficit structurel dans la construction de l'effectif. Il estime que le Real Madrid manque de profondeur dans ses rangs, une caractéristique essentielle pour les grandes équipes. Dans les clubs de haut niveau, il est crucial de disposer de 2 joueurs compétitifs pour chaque poste. Par exemple, dans un système en 4-4-2, l'idéal est d'avoir 4 attaquants de qualité capables de se relayer ou de pallier une absence. Durant notre époque, lorsque l'équipe rencontrait des difficultés en fin de match, nous avions des remplaçants capables de renverser la situation, ce qui nous incitait à rester performants à l'entraînement pour mériter notre place, a-t-il affirmé, mettant en avant l'importance d'une concurrence saine et stimulante au sein de l'effectif. Un autre point soulevé par l'ancien attaquant concerne le manque de solutions en défense. Ne pas avoir 4 défenseurs centraux de grande qualité dans l'effectif devient un handicap majeur dès qu'un imprévu survient. Vous ne pouvez pas vous permettre de compter sur Tchouaméni comme remplaçant à ce poste de manière régulière. C'est une position spécifique, et seuls les spécialistes peuvent comprendre les nuances et exigences du rôle de défenseur central, a-t-il ajouté, insistant sur l'importance de ne pas improviser avec des joueurs qui ne sont pas formés pour ce rôle. Les récents résultats décevants de la Casablanca ont mis en lumière des tensions croissantes autour de l'avenir de Carlo Ancelotti. Bien que le technicien italien ait connu des succès remarquables avec le club, la situation actuelle pourrait bien remettre son poste en question. Cependant, en cas de départ d'Ancelotti, l'un des noms les plus évoqués pour le remplacer serait celui de Zinedine Zidane, bien que ce dernier semble peu intéressé par un retour immédiat. La trêve internationale intervient dans un contexte difficile pour le Real Madrid. Depuis le début de la saison, le club merengue traverse des périodes de turbulence, alors que les attentes étaient élevées après un début plutôt prometteur. La victoire en Supercoupe d'Europe face à l'Atalanta avait donné des raisons d'être optimiste. Cependant, les performances suivantes ont révélé de sérieuses failles, notamment dans l'équilibre de l'équipe, qui peine à remplacer un joueur clé comme Toni Kroos. De plus, l'adaptation de Kylian Mbappé, à l'image de ses performances, reste un sujet de débat, certains se demandant si l'attaquant français est vraiment à la hauteur des attentes qu'il suscite. Les choses se sont vraiment tendues après 2 défaites cuisantes au Santiago Bernabéu, la déroute face au FC Barcelone, 0-4, et la défaite en Ligue des Champions contre l'AC Milan, 1-3. Ces revers ont mis en lumière les faiblesses de l'équipe, notamment en défense et au milieu de terrain, et ont provoqué une inquiétude croissante parmi les supporters et les dirigeants. Dans les coulisses du Bernabéu, les rumeurs se sont intensifiées, notamment autour de la forme décevante de Jude Bellingham, l'un des grands espoirs du club, et de la condition physique de Mbappé, qui semble loin de son meilleur niveau. C'est dans ce contexte de crise que la question de l'avenir d'Ancelotti est devenue centrale. Florentino Pérez, le président du club, a déjà prouvé par le passé qu'il n'hésiterait pas à prendre des décisions impitoyables, même avec ceux qui ont connu des succès majeurs avec le Real Madrid. Ancelotti, arrivé en 2013, avait mené le club à la fameuse 10e Ligue des Champions dès sa première saison. Mais 1 an plus tard, il était évincé. Son retour en 2021 a été synonyme de nouveaux titres, dont 2 Ligues des Champions supplémentaires en 2022 et 2024. Néanmoins, même avec ses succès récents, l'Italien sait que Florentino Pérez n'hésitera pas à agir si les résultats ne sont pas au rendez-vous. Dans l'éventualité d'un départ d'Ancelotti, les médias espagnols ont déjà désigné 2 candidats potentiels pour prendre la relève. Le premier est Xavi Alonso, un entraîneur prometteur et jeune, qui fait des merveilles avec le Bayer Leverkusen. Bien qu'il ait prolongé son contrat pour une seconde saison avec le club allemand, il ne semble pas avoir l'intention de rester à long terme et serait prêt à saisir une occasion de revenir dans un club de la stature du Real Madrid à la fin de la saison. Nina Bonino, compagne de Fede Valverde,
a fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux mardi dernier après le remplacement de Valverde à la mi-temps du match contre Milan. Elle s'est exprimée aujourd'hui pour clarifier ses propos. Ses messages sur X, anciennement Twitter, où elle critiquait la position de Valverde dans le schéma de Carlo Ancelotti, n'ont pas manqué de faire réagir. Franchement, le poste où Fed excelle, c'est en tant que pivot, de quoi tu parles? Ah, quand vont-ils comprendre une bonne fois pour toutes que Fed n'est pas un ailier, avait-elle posté avant de supprimer son message peu après. Ce commentaire a pourtant fini par atteindre l'entraîneur italien lors de la conférence de presse suivant la défaite face à Milan. Face à l'ampleur de la polémique, la journaliste argentine a tenu à clarifier ses propos, affirmant qu'il ne s'agissait que de son opinion personnelle. En tant que journaliste, j'ai mon propre avis et je peux penser qu'un joueur est meilleur à un poste qu'à un autre. Cela ne signifie pas que mon compagnon partage mon opinion. Je n'ai pas critiqué, je n'ai pas pété les plombs, ni posé de questions. J'ai simplement partagé un point de vue avec un fan à propos d'un changement de position, a-t-elle précisé, en faisant allusion au remplacement de Valverde à la mi-temps. Ancelotti avait expliqué ce choix en disant que le joueur n'était pas à 100% de ses capacités. Bonino a également nié que ses commentaires soient influencés par un quelconque mécontentement de Valverde quant à son rôle dans l'équipe. Je ne divulgue rien car je n'ai pas d'informations spéciales, contrairement à ce que certains pensent. Je ressens et analyse comme tout le monde. La seule différence, c'est que je suis une personne publique et je suis critiqué parce que je parle de football, alors que c'est ce que j'ai toujours fait. Certaines théories qui circulent n'ont absolument aucun fondement, a-t-elle ajouté. Peu après, Bonino a posté un autre message sur Twitter avant de rendre son compte privé. Je reçois des critiques et je les accepte, mais je refuse de voir la personne que j'aime salie à cause de mes opinions. Qu'elles soient justes ou non, ces opinions sont les miennes, et je ne parlerai jamais au nom d'un autre. Cela fait presque un an que l'Autrichien David Alaba n'a plus foulé les terrains. Sa dernière apparition remonte au 17 décembre dernier, lorsqu'il s'est blessé au stade Santiago Bernabéu, dans une saison marquée par de nombreux coups durs pour les cadres de la défense madrilène. Thibaut Courtois et Eder Militao, victimes de rupture des ligaments croisés, ont déjà entamé un difficile processus de rétablissement et progressent vers leur retour, mais la situation de David Alaba s'avère encore plus complexe. Son accident est survenu après ceux de ses coéquipiers et la lenteur de sa récupération souligne la difficulté de son cas. À l'origine, le retour de l'ancien joueur du Bayern Munich était envisagé pour le mois d'octobre. Cependant, ses sensations n'étaient pas encore satisfaisantes à ce moment-là, et des rapports de la presse espagnole ont signalé le mois dernier que son corps éprouvait des difficultés à supporter l'intensité accrue des entraînements, posant ainsi un obstacle à sa réintégration dans le groupe. Les semaines ont passé, et le calendrier du club, déjà chargé, a rendu la situation encore plus délicate, alors que les défenseurs disponibles s'épuisent face à l'enchaînement des matchs. Mais, selon le journal Marca, David Alaba semble enfin entrevoir une lueur d'espoir dans cette période difficile. Le défenseur central de 31 ans a récemment repris des entraînements en individuel et sur le terrain, un signe encourageant que le Real Madrid a partagé via une vidéo sur ses réseaux sociaux. Cela marque le début de la dernière étape de sa réhabilitation, une phase cruciale qui pourrait, en théorie, lui permettre de retrouver les terrains dès le mois de janvier 2025. Pour Carlo Ancelotti, l'entraîneur du Real Madrid, le retour d'Alaba serait un atout non négligeable, en raison des lacunes constatées dans le secteur défensif. Le coach italien sait qu'un défenseur polyvalent et expérimenté comme Alaba apporterait une réelle valeur ajoutée à son effectif, en particulier dans la relance et la couverture de la défense. Toutefois, même s'il est prévu pour janvier, il serait peu réaliste de compter sur un retour instantané de David Alaba à son meilleur niveau. Comme le montre bien la situation d'Eder Militao, une réadaptation totale demande du temps et des précautions, et Alaba pourrait nécessiter plusieurs semaines, voire des mois, pour retrouver sa forme optimale. S'appuyer uniquement sur son retour pour combler les faiblesses défensives de l'équipe serait donc un pari risqué pour le club. Cependant, sa présence demeure attendue avec impatience, car son retour offrirait plus de flexibilité à l'équipe, notamment grâce à ses compétences en relance, un aspect essentiel dans la construction du jeu madrilène. Ce vendredi, la presse espagnole rapporte que Kylian Mbappé maintient des relations tendues avec une partie du vestiaire de l'équipe de France. Cela pourrait expliquer la décision de Didier Deschamps de ne pas le convoquer pour les matchs de novembre. L'histoire de Kylian Mbappé en équipe de France a pris une tournure inattendue en l'espace d'un an. Cet été, l'attaquant du Real Madrid avait promis de marquer les esprits lors de l'Euro pour oublier sa déception en 2021.
Le joueur que je suis à la Coupe du Monde a montré toutes ses qualités, celui de l'Euro a tout approuvé, disait-il. Finalement, sa prestation a été bien en deçà des attentes, avec en plus une fracture du nez lors d'un duel avec Kevin Danso, ce qui n'a pas aidé. Ensuite, une nouvelle trêve manquée en septembre, avec 2 matchs décevants de sa part, a aggravé la situation. Et comme si cela ne suffisait pas, l'année 2024 de Mbappé a été marquée par une série de polémiques. En octobre, il avait choisi de ne pas rejoindre l'équipe de France, invoquant le besoin de repos après une légère blessure. Cependant, il en avait profité pour sortir en boîte de nuit à Stockholm, pendant que les Bleus jouaient. Une soirée qui a pris une tournure compliquée, puisque son nom est apparu dans une plainte pour agression sexuelle liée à cet incident. Cette situation a perturbé le joueur et a encore terni son image, notamment avec son manque de forme au Real Madrid. Enfin, ce jeudi, Didier Deschamps a encore décidé de l'écarter pour la trêve de novembre. Une décision surprenante, mais que le sélectionneur a assumée. C'est ma décision, car je pense que c'est mieux ainsi. Je ne vais pas argumenter, mais ce que je peux vous dire, c'est que Kylian Mbappé voulait venir. Et non, ce ne sont pas les problèmes extrasportifs qui influencent la décision, tant que la présomption d'innocence prévaut, a-t-il expliqué. Ainsi, Deschamps a estimé que l'absence de Kylian Mbappé serait bénéfique pour l'équipe. Plusieurs raisons expliqueraient ce choix. La première concerne l'affaire judiciaire en Suède, qui pourrait perturber le groupe. La seconde serait liée à ses relations avec certains membres du vestiaire. Ce vendredi, AS révèle que cette décision pourrait aussi être motivée par des tensions entre Mbappé et une partie des joueurs. En septembre dernier, une altercation s'était produite entre Kylian Mbappé et Mike Maignan dans le vestiaire après le match contre l'Italie. Ce désaccord s'était même prolongé lors du match contre la Belgique. Longuement interrogé sur la situation de Kylian Mbappé, l'entraîneur italien du Real Madrid a reconnu que son joueur ne se trouvait pas dans sa meilleure forme. Cependant, il lui a adressé un message clair. Kylian Mbappé traverse sans doute l'une des périodes les plus difficiles de sa carrière. Engagé dans un conflit prolongé avec le Paris Saint-Germain, critiqué pour ses performances en demi-teinte avec le Real Madrid et en proie à diverses polémiques, notamment son absence en équipe de France et son escapade en Suède, le joueur semble être au fond du trou. Face aux journalistes, Carlo Ancelotti n'a pas échappé aux questions sur son attaquant. Mbappé va bien, il est motivé. Il est affecté comme tout le monde, mais il est déterminé à s'en sortir. Une réponse jugée insuffisante par certains. Relancé par un journaliste français, l'entraîneur a fourni des précisions supplémentaires. Il s'entraîne bien, il traverse une période difficile, comme nous tous. Et comme chacun d'entre nous, il doit voir cela comme une opportunité. S'il fait preuve d'intelligence, il pourra rapidement surmonter cette épreuve avec plus de concentration et de caractère. C'est ainsi qu'il faut affronter les difficultés. Le problème auquel il fait face est celui que nous rencontrons tous, il n'est pas en mesure de donner sa meilleure version. Mais il doit considérer ce moment comme une chance de devenir meilleur à l'avenir. Je suis convaincu qu'il s'en sortira. Convaincu. Ancelotti a également adressé un message fort. C'est une période difficile pour tout le monde, c'est évident. Mais il n'est pas rare de vivre ce genre de situation, cela fait partie du sport, où la défaite fait aussi partie du jeu. Pendant longtemps, nous y avons été habitués, et aujourd'hui ce moment est là. Nous l'acceptons, mais ce que nous ne pouvons pas faire, c'est abandonner. Nous devons garder la tête haute. Car nous sommes un groupe fort et motivé, et nous faisons partie du club le plus exigeant au monde. C'est l'endroit idéal pour traverser des périodes difficiles. Et je suis persuadé que nous réussirons à surmonter cette épreuve. Mbappé devra donc redoubler d'efforts, car son coach n'a pas l'intention de lui offrir des excuses. En difficulté au Real Madrid, où il peine à s'imposer au poste de numéro 9, le joueur français n'a pas trouvé ses repères. El Chiringuito avait suggéré de le replacer à gauche, sa position de prédilection, et de repositionner Vinicius Junior en pointe, après une déclaration d'Ancelotti affirmant que le Brésilien se sentait à l'aise dans ce rôle. Cependant, l'Italien a été clair lors de sa conférence de presse, « Je ne veux pas éloigner Mbappé de l'endroit où il peut faire la différence. Il peut jouer attaquant, c'est tout. Notre problème n'est pas offensif, c'est défensif. Mbappé est désormais prévenu, il devra prouver sa valeur en tant qu'attaquant central. » Au-delà des stars de l'équipe et de Carlo Ancelotti, d'autres figures moins médiatisées peuvent être partiellement responsables de la crise actuelle du Real Madrid.
Le Real Madrid traverse une période difficile, et comme souvent, les médias madrilènes ainsi que les supporters cherchent des responsables. En tant qu'entraîneur, Carlo Ancelotti est naturellement le premier visé. Les critiques portent sur l'inefficacité offensive de son équipe, l'absence de vision de jeu, la gestion discutable des jeunes joueurs, et certaines décisions tactiques, y compris l'utilisation de Jude Bellingham. Outre Ancelotti, plusieurs joueurs sont également tenus pour responsables de la mauvaise passe de l'équipe. Kylian Mbappé est particulièrement critiqué. Son impact en début de saison est jugé insuffisant, il manque de nombreuses occasions, son apport dans le jeu est limité, et ses coéquipiers ainsi que le staff estiment qu'il manque d'implication défensive. Aurélien Tchouaméni est aussi ciblé. Par ailleurs, l'obsession de Florentino Pérez pour Mbappé, que certains à Madrid jugent d'ailleurs inutile, alimente les discussions. Mais en dehors de ces figures visibles, d'autres personnes, moins exposées, peuvent être tenues responsables des difficultés des Merengues. José Ángel Sánchez, directeur général et bras droit de Florentino Pérez, est en grande partie à l'origine des décisions sportives du club. Cet été, des joueurs comme Kroos, Nacho ou Joselu ont quitté l'équipe sans être remplacés, créant des faiblesses à certains postes et un manque de concurrence et de compétitivité. Le départ de Kroos, en particulier, a laissé un vide au milieu de terrain, mettant en évidence les limites de la stratégie de recrutement estivale. Même le travail d'Antonio Pintus, préparateur physique de l'équipe, est questionné. Les Madrilènes semblent manquer de fraîcheur, et les statistiques montrent qu'ils sont avant-derniers en termes de distance parcourue en Ligue des Champions cette saison, avec une moyenne de 6 km de moins par match comparée à la saison dernière. Un bilan inacceptable pour un club de ce standing. À Madrid, les responsables de la crise ne sont pas uniquement sur le terrain ou sur le banc. Le président du Real Madrid se prépare à présider, dans quelques jours, la traditionnelle assemblée générale du club. Cet événement annuel, destiné à approuver les comptes du club, à célébrer les succès sportifs et à dévoiler les projets futurs, s'étend sur plus de 5 heures. C'est également le seul moment de l'année où le président du Real Madrid prend la parole en public devant les sociaux. Jusqu'à présent, grâce à une gestion exemplaire sur les plans institutionnels, économiques et sportifs, Florentino Pérez a rarement eu à affronter des questions délicates ou des sujets controversés. Cependant, cette année, plusieurs points sensibles risquent de s'inviter dans les échanges, notamment l'annulation des concerts au Santiago Bernabéu en raison des nuisances sonores pour le voisinage, les retards dans la construction du parking du stade, le dépassement des coûts du Bernabéu, ainsi que les résultats sportifs du club. Ces sujets confèrent à cette prise de parole une importance particulière pour la suite de la saison. La date de l'Assemblée est fixée, le dimanche 24 novembre. Florentino Pérez se prépare en coulisses depuis plusieurs semaines, multipliant les consultations internes. Il y a quelques années, il a décidé de ne plus accorder d'interviews et de ne communiquer directement avec les supporters qu'à cette occasion. L'an passé, son discours, d'une durée de plus d'1 heure, avait été marqué par des critiques envers la Liga, l'UEFA et Joan Laporta, président du FC Barcelone, tout en réaffirmant son soutien au projet de la Super League. Cette année, Florentino Pérez abordera probablement l'évolution du projet de la Super League et reviendra sur les nombreux titres remportés par le club, qui enrichissent son palmarès saison après saison. En 2023 à 2024, le Real Madrid a conquis la Ligue des Champions, la Liga et la Supercoupe d'Espagne en football, ainsi que la Liga, la Coupe du Roi et la Supercoupe d'Espagne en basketball. Les assemblées générales ordinaires et extraordinaires se tiennent généralement au pavillon de basketball de la cité sportive de Valdebebas. Elle débute avec le rapport annuel de Florentino Pérez, qui est le premier point de l'ordre du jour. Ensuite, après avoir procédé à l'audit du budget, le président répond aux questions des sociaux ayant fait une demande préalable.